tarot ma boussole, le mat. Partie 2, l'étude. Prenons de la hauteur. Le mat, 22e carte. Une carte en tant que petit morceau de carton rectangulaire dans la boîte du tarot. Mais pas 22e lame, puisque le mat n'est pas numéroté. Avec l'arcane 13 qui n'a pas de nom, voici l'autre carte qui garde la structure des arcanes majeurs, pour rappel une structure en 3 plans, le nom, le nombre et l'image, mais dont l'un des plans est différent. Ici, c'est le nombre. Comment et quand pouvons-nous rencontrer le mat? C'est une question qui se pose dès que l'on essaye de classer cette carte mystérieuse sans nombre, donc inclassable par nature. L'arcane du mat questionne, fait débat, pour savoir quel nombre lui sera attribué. Tantôt 0, tantôt 22, tantôt même 21. Il semble nous dire finalement avec cette carte blanche, vous avez carte blanche. C'est bien cette case vide qui détient la clé de compréhension de toute cette lame, de cet arcane mystérieux. Et on voit ici que le mat ne va pas se laisser enfermer dans un ordre préétabli comme les 21 autres lames qui ont, je dirais, reçu leur fauteuil personnel, attribué dans un ordre déterminé. Elles savent où est leur place. Toute tentative de classification enferme le mat. Il n'est pas ce que l'on dit de lui, il est toujours au-delà de ce que l'on va dire de lui. Mais nous allons tout de même tenter de percer certains de ces mystères et d'observer comment nous pouvons quand même le toucher du doigt dans notre boussole du tarot. Alors plongeons à la rencontre de ce voyageur inclassable. Entrons dans l'image, comme à notre habitude, par le nombre, ce qui nous permet normalement de classifier ces cartes et de se dire que finalement nous allons étudier le pape à la suite, par exemple de l'empereur, puisque ce sont des nombres qui se suivent. Mais voici qu'arrive ce mat qui n'a pas de nombre. Et nous allons quand même débuter par cet espace supérieur de la lame, comme on l'a fait pour toutes les autres lames des arcanes majeures. Alors, le cartouche, ici, c'est cette petite case dans laquelle, normalement, est inscrit le nombre des autres lames majeures. Ici, le cartouche est vide. Mais la case est bien présente. Contrairement à l'arcane sans nom, rappelez-vous, pour laquelle il n'y a même pas de cartouche pour nommer la carte. On ne nous laisse même pas la possibilité de nommer l'arcane 13. Ici, on aurait la possibilité d'inscrire un nombre à l'intérieur. Alors, s'agit-il du 0 pour autant? S'agit-il du 22, puisque ce serait la 22e carte? Ni l'un ni l'autre, puisque finalement, rien n'est inscrit. Il n'y a pas écrit un 0 ici, donc ce n'est pas 0. Il n'y a pas écrit 22, donc ce n'est pas 22. En revanche, puisque nous vivons, nous, dans un monde de matière, puisqu'on va aller voir que tout ça, c'est irrationnel, on va avoir besoin de certaines conventions. Par convention, on va de temps en temps utiliser le 22, pas pour numéroter la lame, attention, entendons-nous bien, pas pour lui donner forcément un nombre à inscrire ici. Pour comprendre sa symbolique, on va voir que d'utiliser le 22 va nous permettre vraiment de relever quelques mystères, de dénouer quelques secrets dans cette lame. Ce 22 va vraiment nous éclairer. Alors, retenons d'abord que la case du nombre est blanche. Nous pouvons donc imaginer que le mat ne rentre pas dans les cases, en termes d'expression. Il ne rentre pas dans les cases. Il n'est pas dans les listes. Il est en dehors des systèmes établis, hiérarchisés. C'est déjà la symbolique de ce non-nombre, j'ai envie de dire.
Donc dans notre boussole humain, eh ben, finalement, le maths n'a pas de numéro de sécurité sociale, il n'a pas d'adresse postale, il n'a pas de compte bancaire, il n'a pas de papier d'identité, il n'a pas de domicile fixe, il n'a pas de numéro de téléphone. Tout ce qui pourrait comme ça nous faire rentrer dans un cadre, nous donner une place, une position, etc. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas. Donc dans notre boussole, tout ce qui dans nos vies va évoquer le fait que ça ne rentre pas dans la case, j'ai pas le bon numéro, je n'ai plus de numéro de compte bancaire, je n'ai plus d'adresse, etc., etc. On sera dans l'énergie du maths déjà. Mais alors, sommes-nous invités à lui donner le nombre que nous voulons à ce maths? Peut-être à l'utiliser en carte de remplacement, comme une excuse, comme le joker dans les jeux de cartes. On ne sait pas. En fait, on ne pourra jamais vraiment répondre à toutes ces questions-là. Ce ne sont que des pistes de compréhension, des quêtes de sens. Et le maths nous questionne. Il nous questionne quant à notre relation au classement et au besoin ou non que nous avons de tout comprendre, de tout organiser, de tout classifier, de tout mettre dans des cases, de poser des étiquettes. Pouvons-nous accepter que cet arcane n'ait réellement pas de nombre? C'est complexe. Elle n'a réellement pas de nombre. Comment intégrer ça dans notre structure? On va tout de suite, en général, chercher quelque chose de logique de toute manière pour pouvoir l'appréhender, sinon on ne pourrait même pas l'appréhender. Alors cette case nous dit que nous avons carte blanche. Et qui dit donc carte blanche dans la symbolique dit liberté, bien sûr. Dans un jeu d'oracle, dans un jeu de tarot, quand il y a une carte blanche, parce qu'il y a des oracles qui laissent certaines cartes blanches exprès, quand on la sort, c'est comme si le jeu nous disait « fais ce qu'il te plaît, choisis, tu as le libre arbitre, tu as carte blanche ». Donc on est vraiment ici tout à fait dans cette symbolique-là. Et on pourra se demander, mais alors s'agit-il de faire n'importe quoi? Bien sûr que non, mais c'est possible aussi, puisqu'on a toujours la dualité, la double polarité. Et on se demandera, sommes-nous pour autant libres quand on a carte blanche? Oui, mais on est libre dans le cadre. Hop, notre petit cartouche, c'est un cadre. Nous sommes libres dans le cadre proposé a priori. Il y aura toujours quelque part un cadre. Par exemple, si un artiste, on va dire un peintre, décorateur, a carte blanche pour créer le décor d'un opéra, il ne va pas aller repeindre les toilettes. Ça serait un maths mal vécu qui n'a pas intégré le cadre. Il a certes carte blanche, l'artiste, mais à l'intérieur du cadre qui lui est quand même proposé. Sinon, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi au bout du compte. Voilà. Et cette notion de cadre est fondamentale dans cette lame. On pourrait presque avoir que ça. Il va y avoir des infos dans l'image, dans le nom, mais j'insiste parce qu'en fait, la symbolique de cette lame, elle est vraiment dans ce cadre vide en réalité. Alors, le cadre, il nous ramène au 4. Et revenons un petit peu à cette histoire de, par moment, numéroté 22, c'est-à-dire imaginez que c'est la 22e lame. Ce 22, on l'utilise donc par convention quand on doit calculer des choses dans un tirage avec cette carte. Vous êtes libre de faire autrement. Ce qui nous intéresse surtout avec ce 22, c'est le fait que le 22 déjà est un maître nombre en numérologie, c'est-à-dire qu'il a une vibration particulière, il ne se réduit pas uniquement au 4, puisqu'en numérologie on va réduire entre 1 et 9. Le 11 et le 22 ne se réduisent pas, ça veut dire qu'ils ont vraiment une symbolique et une dynamique en eux-mêmes. Le 22, pour nous dans le tarot, il est dans la gamme du 4. Évidemment, 22. C'est 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, c'est facile. Nous sommes dans la gamme de l'empereur. Et nous voici avec une clé de compréhension très importante dès lors que nous voulons faire l'expérience du maths dans la matière, notre réalité quotidienne. C'est-à-dire le 4, l'incarnation, la matière, la manifestation, ce qui est concret, quantifiable, tout ce qu'on peut toucher, évaluer, tout ce dont on peut faire l'expérience, tout ça c'est le 4. On pourrait donc dire que pour que le maths se vive bien dans notre société, dans ce cadre, dans ce 4 et ce cadre,
Il faut qu'il ait intégré le 4, donc le cadre, la structure, le concret, l'organisation, l'autorité sur soi et sur le monde. Il faut qu'il ait intégré tout ça à l'intérieur de lui. Pouvoir pousser un mat dans le sens de vivre de plus en plus son énergie, intégrer de plus en plus son énergie, c'est en même temps intégrer de plus en plus le 4 en nous. Sinon, bien sûr, ça devient un mat hors cadre qui peut devenir tout à fait dangereux. On imagine pour conduire une voiture librement et voyager dans le monde, ça pourrait être vraiment l'énergie de ce mat, hein, le voyage, partir sur les routes et nous on irait peut-être en voiture, en camping-car. Et bien finalement on est quand même obligé de connaître le code de la route, notamment des pays dans lesquels on va aller, de rester du bon côté de la route, sous peine de provoquer un accident. C'est exactement cette notion d'intégrer le cadre pour se sentir libre à l'intérieur. Parce que sinon, effectivement, je deviens dangereux, dangereuse. Voilà. On peut se dire également, hop, je retire le 22, on peut se dire également que sa case est vide. Hein, de cette expression, il a une case vide, hein, et il lui manque une case, hein, ça se dit ça. Donc voilà, de là à se dire que le mat a une case vide, il n'y a qu'un pas, hein, que le mat franchit, finalement dès qu'il est mal vécu. Dès que ce 4 n'étant pas intégré, on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre de la folie, mais d'une folie qui ferait souffrance. Hein. Et alors là, à chaque fois, on va se demander cette histoire de dualité, est-ce que c'est un artiste ou un fou, est-ce que c'est un voyageur ou un vagabond, etc., etc. Comme il n'y a pas de nombre, nous sommes dans le monde des potentiels, des informations, on dirait. Hein. Là où les 21 autres cartes sont des matérialisations, des balises un petit peu sur le chemin du battleur, ici on n'a plus de repères en fait. Voilà, on perd nos repères complètement. Et pour approcher le mat dans notre boussole, finalement, il va aussi falloir un peu nous déboussoler. Hein, ça serait un mot-clé du mat, ça. Boussole déboussolée. On aurait vraiment une compréhension de son énergie en fonction de notre ouverture de conscience. Hein. Donc du plus concret au plus irrationnel. Et donc dans cette boussole de notre vie que le tarot évoque, nous avons ici, je vous le disais, donc tout ce qui ne rentre pas dans les cases. Hein, on pense au film Le Père Noël est une ordure, ça rentre pas dans les cases. Hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est cet archétype-là qui est utilisé dans les films, dans les contes, voilà. Donc dans notre boussole, c'est tous les moments où ça ne rentre pas dans les cases. C'est toute expérience que nous vivons de ne pas avoir été prévue dans la liste à l'école, par exemple. Ou alors d'avoir carrément été oublié dans le groupe. Moi, ça m'est arrivé. En classe de neige, en CM2, on m'a oublié aux toilettes. J'ai attendu qu'ils fassent toute la piste verte et qu'ils reviennent. Ça, c'est du mat. C'est du mat. Dès qu'on n'est pas dans la liste, dès que quelque chose, on n'était pas prévu, on a été oublié, c'est tout à fait ça. Et on peut même dire dans notre boussole que tout ce qui tourne autour du mat va aussi évoquer tout ce qui touche aux mathématiques, à la logique, au calcul, au théorème. Hein, tout cet esprit qui pourrait être logique et très concret. Avec les mathématiques ou cette case vide à l'inverse, ça va être la méditation, la vacuité, le vide, mais bien sûr le vide plein de la conscience. Toute expérience hors norme, incompréhensible, est dans le mat du fait de cette case vide. Je ne fais que de parler de ça depuis tout à l'heure. On ne fait que disséquer la symbolique du non-nombre qu'on observe. Voilà. Et donc, attention à ne pas limiter le mat à une vision cartésienne, alors qu'il n'est qu'irrationnel. Sinon, nous enfermons son énergie dans une vision dictée par la société. Et dans ce cas-là, on va brûler les sorcières, les hérétiques qui vivent ou pensent différemment. Donc je dirais peut-être pour en terminer avec ce nombre, puisque vous voyez, je prends beaucoup de temps pour parler de cette case, on pourrait dire que cette case nous indique que s'il n'a pas de chiffre, c'est qu'il ne raisonne pas. Il n'y a pas d'intellect. Vous savez, ce diable qui raisonnait, qui divisait, etc., l'intellect. Il ne raisonne pas. Il n'y a pas
d'intellect. C'est à double niveau, bien sûr, comme d'habitude. Soit c'est cette vacuité de l'esprit, où le feeling nous guide, ou l'intuition ou le cœur nous guide, soit c'est une forme de bêtise, hein, bien sûr, bêtise humaine, hein, qui va nous amener après à un certain nombre de grandes catastrophes, bien sûr, avec cette idée de ne résonne pas. En tout cas, s'il n'a pas de chiffre, c'est qu'il ne résonne pas. Et nous, si on pousse ça à un niveau spirituel, voire mystique, le nombre étant l'esprit de la carte, en réalité, le mat est l'esprit. EST du verbe être. Le mat est l'esprit. Il est la conscience. Il est la conscience observante et créatrice. Et il faut pousser ce raisonnement au plus loin de ce que votre conscience peut envelopper, englober, embrasser de notions d'être la conscience. Il est le vide, il est le tout, il est la conscience observante. Les religieux diraient « il est Dieu ». Je vous laisse avec cette piste d'ouverture de conscience, mais pensez à ce vide, pensez à ce blanc, pensez à cet esprit du nombre qui n'est même plus là ou qui est complètement là. Voilà pour toutes ces notions autour de ce non-nombre. Et on descend voir le nom revient un petit peu dans la matière. Le mat, un nom qui évoque à la fois la mort, le savoir et la folie. On va aller décortiquer tout ça. En arabe ou en langue perse, le mot mat veut dire mort. En italien, on va trouver matto, ça veut dire fou, folle, et un peu de joker aussi. Donc cette fois-ci, c'est l'aspect plutôt folie. En français, le mât, c'est le mât du bateau, bien sûr, c'est ce qui soutient. Et puis on va aussi dire des fois la peau mate, hein, c'est la peau un petit peu allée. En breton, mat, matré, ça veut dire bon, bien. Donc vous voyez qu'en fonction des langues, on va trouver ce mot-là. Il y a encore plein de choses, hein. Allez chercher la racine étymologique du mot mat, vous allez trouver plein de choses. En tout cas, nous, on va garder ces notions-là. Alors, surtout quand on étudie le nom du mat, évidemment, on parle des échecs, puisqu'aux échecs, le coup fatal, le coup par lequel le roi est mis en échec, c'est bien échec et mat. Et tout ça se passe sur une case d'échiquier. On vient d'en parler de la case. Hein, donc c'est vraiment symbolique. Hein. Le jeu des échecs, on est vraiment sur quelque chose de très initiatique qu'on va retrouver là dans le tarot. Échec et mat, hein, j'ai gagné, j'ai mis en échec ton roi, le roi est mort. Et comme la case blanche du mat, symboliquement, si nous subissons l'échec, peut-être qu'on est mort, puisqu'il n'y a rien là, il n'y a plus de nombre. Est-ce que c'est l'arcane de la mort ? Est-ce que quand on est échec et mat, le jeu s'arrête et donc effectivement là, il n'y a plus de nom puisqu'il n'y a plus de possibilité de jouer? On voit à quel point la symbolique de la mort est peut-être aussi dans cette carte. Donc en tout cas, le mat, échec et mat, symboliquement, on pourrait dire aussi que nos projets sont bloqués et détruits. Hein, avec cette histoire d'échec et mat, je suis échec et mat. La vraie question dans tout ça, c'est qui est ce roi qui meurt dans les échecs? Qui est ce roi qu'on met en échec et mat? Ne serait-il pas le roi mental, hein, ou ce roi égo? Et finalement, que reste-t-il après sa mort? Si je mets en échec et mat mon mental ou mon égo, il reste quoi, le joueur? Mais finalement, qui joue la partie? Qui observe le jeu? Qui observe le joueur qui joue aux échecs? Beaucoup de questions autour de ce terme. Hein. Là, on est vraiment dans la conscience du mat. Donc la mort du mat n'est pas effectivement celle de l'arcane 13. C'est pourtant aussi une mort initiatique, mais finalement qui nous mènerait, j'ai envie de dire in fine, au moment de l'éveil, qui nous mène en dehors du jeu. Et quand je dis ça, c'est pas encore tout à fait vrai, mais quand même, gardons à l'esprit, échec et mat nous parlent quand même d'une symbolique
de la mort qui est initiatique évidemment et qui nous inviterait effectivement à gagner la partie sur notre ego, sur notre mental qui cherche en fait tout le temps à classifier, organiser, comprendre les choses. Et là, il s'agit a priori de le mettre en échec. Voilà déjà pour cette petite piste de travail intellectuel là où il faudrait ne pas mettre d'intellect. Alors, quand on entend le mot maths, évidemment, langue des oiseaux, on entend aussi les mathématiques, c'est la réduction. J'ai cours de maths cet après-midi, c'est exactement ça. Et on retourne à l'empereur. À l'empereur et le cadre logique. Les mathématiques, en fait, ça vient du grec qui signifie savoir, qui signifie ce qui peut être appris, et même ce qui peut être démontré dans le mot mathématique. Donc, il y aurait quand même quelque chose dans le mot « le maths » qui nous parlerait d'une certaine forme de logique. Mais peut-être que c'est plus la même logique. Mais quand même, il faut l'intégrer, cette logique mathématique. Et d'ailleurs, dans de nombreux tarots, on appelle cette carte le fou. C'est juste aussi dans cette symbolique de folie qu'on va pouvoir trouver dans cette lame, mais ça nous retire quand même toute cette dynamique autour de, vous le voyez, la symbolique du nom le maths. Donc déjà la mort, ensuite le savoir, je vous disais, avec l'aspect mathématique, une forme de connaissance. Et puis finalement le mât du bateau également. Donc un mât, c'est une longue pièce de bois plantée dans le navire pour soutenir les voiles. Et puis on voit bien que le mât, il va avoir des bâtons, donc il tient des formes de mât. Et si le mât se rompt, le bateau s'arrête et souvent la mort n'est pas loin. Vraiment en voile, si le mât casse, on n'est pas bien. Donc le mât est quand même vraiment important. C'est un symbole d'abord de verticalité et puis de soutien. Il relie la terre et le ciel, c'est vraiment ce point d'appui. Donc on a aussi tout ça dans ce mot le maths. En argot aussi, quand on dit mater, c'est regarder. Mater les choses, c'est regarder. C'est de l'argot tout ça. Il y a quelque chose en argot qui dit aussi dresser. Dresser dans le sens je vais te mater. Vous voyez ce que je veux dire? On va le mater celui-là. Ça veut dire je vais le dresser pour qu'il rentre dans les cases, justement. Voilà. Donc vraiment plein de choses à aller trouver, entendre dans ce mot le maths, qui effectivement ferait référence au fou qu'on trouve dans beaucoup de tarots, qui nous ramène quand même à cette notion de fou du roi, très intéressante dans cette carte. Le seul à avoir le droit de se moquer du roi pour le distraire. Ce qui était une liberté, un privilège absolu, être autorisé à se moquer du roi. D'autres se seraient fait couper la tête, mais pas le fou du roi. Donc symboliquement, ça nous ramène nous tout ça. Si on est sur un roi mental, si le roi c'est notre ego, est-ce que ce maths, il pourrait nous inviter par moments à nous autoriser à nous moquer de nous-mêmes? Si on éveillait notre maths intérieur, notre fou du roi intérieur, et de temps en temps, on se moquerait un petit peu de notre roi égo qui se prend très 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 au sérieux. Donc dans notre boussole, c'est aussi une énergie très intéressante intérieurement à réveiller, ce bouffon du roi intérieur, mais envers nous-mêmes bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller se moquer des autres, ça c'est un maths qui n'est pas très bienveillant. À part entre amis, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. L'essentiel étant quand même d'apprendre l'humour envers soi-même. Donc voilà, quand on appelle cette carte le fou, finalement, au-delà de la folie, on a bien compris qu'il y a la folie aussi dans cette carte. Mais s'arrêter là, il n'y aurait pas de sens initiatique. Nous, on cherche le sens initiatique du tarot. Donc là, on a déjà quand même pas mal de pistes, avec cette case blanche, avec ces tout possibles ici, qui vous dit « mais tu as le libre arbitre absolu ». Sois l'artiste absolu, crée ce que tu veux, rien n'est prédéfini, vas-y, libre à toi, le chemin n'est pas dessiné. Tout ça, c'est la case blanche qui nous dit ça.
Et puis qui ici nous dit, mais mets un grain de folie, accepte de laisser ton roi intérieur mourir, mais garde un aspect quand même, garde le cadre à l'intérieur de toi, hein, avec les mathématiques. Ça te sera utile pour fonctionner dans la société. Pour fonctionner dans les mondes invisibles, ça sera certainement d'autres lois. Pour fonctionner dans notre monde, on en aura besoin. Voilà un petit peu avec ce nom et ce nombre, vous voyez qu'on va déjà très très loin dans la symbolique de cette carte d'un point de vue initiatique. Vous ne prenez que ce qui fait écho en vous, bien sûr, par rapport à tout ce que je dis, et vous racontez, bien sûr, vous rajoutez ce que l'arcane vous raconte à vous personnellement. Moi, je ne fais qu'ouvrir quelques portes, voilà, pour que vous puissiez détailler tout ça. Donc, sans plus attendre, nous plongeons dans l'image. La composition de cette image et ses symboles. Alors on retrouve une composition, j'ai envie de dire, assez simple, dans le sens où on retrouve un personnage qui remplit la totalité du cadre. Vous voyez qu'il prend appui sur le bas de la carte, hein, sur le cartouche dans lequel il y aurait une identité d'installée. Il prend appui sur cette identité-là et il remplit tout l'espace jusqu'au cartouche supérieur en le débordant par derrière. Hein. On ne sait pas trop si son casque s'arrête là ou si il n'y aurait pas quand même encore des choses qui dépassent de l'ordre du monde de l'esprit. Donc on voit à quel point ce personnage est comme un peu le mât du bateau, c'est-à-dire qu'il fait tout à fait le lien entre la terre et le ciel. En termes de composition, comme on a uniquement un personnage, c'est assez simple. On peut remarquer que finalement la ligne horizontale qui découpe le carré ciel et le carré terre marque exactement le bout de son bâton, hein, qui finalement n'agit que dans la matière humaine, j'ai envie de dire, dans l'incarnation. Hein, dans le monde de l'esprit, ça sera autre chose. Et ce petit animal, en fait, on peut remarquer tout ce qui se situe sous cette ligne du centre et au-dessus. Mais vraiment rien de flagrant, voilà, hormis que ça marque la fin de ce petit bâton, j'ai envie de dire. Hop, donc je retire cette croix. Alors qu'est-ce que je vois lorsque je regarde spontanément comme un enfant cette image? Je vois un personnage habillé comme un troubadour, en tout cas très coloré, je voulais dire, voilà, avec un costume qui marche, très important, un personnage qui marche, jambe droite en avant, tenant 2 bâtons, l'un blanc reposant sur son épaule, auquel est suspendu un baluchon, couleur chair, l'autre bâton jaune, prenant appui sur le sol, je dirais même derrière, hein, le cartouche, là, plus bas que le bas, et duquel finalement peut être née une petite plante blanche. Un animal derrière lui, qui semble alors, tout va être histoire de projection, qui semble en tout cas agir sur sa cuisse-fesse ici, puisque je vois que son pantalon peut-être est déchiré. Voilà, et ce personnage porte donc une sorte de casque jaune avec une petite pastille rouge ici. Voilà déjà un sol jaune et des plantes. Grosso modo, quand on regarde l'image, on observe tout ça. Dans la projection, il va être très intéressant de se demander comment se sent ce personnage, où est-ce qu'il va, et puis finalement, que fait ce petit animal, la couleur chair derrière lui. Et là, vraiment, la projection va être très intéressante. Hein. On va y revenir dès qu'on va aller dans les symboles, mais qu'est-ce que je pense que fait cet animal? Ça va nous donner beaucoup d'informations sur comment le mat vit en nous au moment où on projette dans la carte. Donc, première chose que nous observons, c'est la posture du personnage. La posture dans le tarot est toujours importante. On a plus ou moins détaillé, plus ou moins eu le temps de détailler à chaque fois qu'il y a un personnage sa posture, mais bien sûr, le sens vers lequel il se dirige est important. S'il est assis ou debout, c'est important. Est-ce que ses pieds vont dans la même direction? C'est important, etc., etc. Ici, nous avons donc un personnage debout en marche. Cette lame évoque donc une dynamique, la dynamique de la marche, qui elle-même va évoquer la dynamique de l'avancée et donc de l'action.
Donc, une grande dynamique dans cette carte du fait de cette posture de l'action du personnage qui marche, qui n'est pas en arrêt, puisqu'on voit que son pied arrière est relevé, donc il est vraiment en mouvement. Il a quand même le regard vers le haut, qui vont évoquer des sphères spirituelles, les idées, la rêverie. On pourrait dire qu'il ne vise pas un objectif matériel, puisque c'est un objectif qui se situe dans le ciel. Donc plutôt de l'ordre de la rêverie ou de l'esprit, ou peut-être d'une forme de projection vers le futur. En tout cas, ce n'est pas la matière, hein. Il ne vise pas un objectif dans la matière. Et là, on pourra vraiment se demander, que regarde-t-il dans un tirage? Qu'est-ce qu'il regarde, ce personnage? Et puis, où va-t-il? Et si l'on ajoute la case vide à la posture, nous pouvons imaginer que le chemin n'est pas tracé devant lui. Puisque ça ne rentre pas dans les cases, c'est que le chemin n'est pas tracé. On peut donc imaginer qu'il marche où il veut, ce personnage. Si le chemin n'est pas tracé, alors peut-être s'agit-il de le tracer pas après pas, en marchant, j'ai envie de dire. C'est parce que je vais me mettre en marche que je vais dessiner le chemin. Ça, c'est une information hyper importante dans notre boussole par rapport à cette lame du mat qui nous dit « Le chemin n'est pas tracé, mets-toi en mouvement et pas après pas, tu vas dessiner les choses. Tu prendras appui sur ton nouveau pas pour savoir. Voilà. Mais tu n'anticipes pas. Vas-y, lance-toi un pas après l'autre. Donc le mat dans notre boussole, c'est vraiment cette invitation à créer le chemin par nous-mêmes, à ne pas forcément suivre une route toute tracée. Grande liberté dans cette dynamique de la marche, de la promenade, du voyage, de l'avancée, de l'action. On sent une grande liberté, bien sûr, dans cette posture qui invite à tracer notre chemin sans a priori. Et alors, dans ce cas-là, on va se demander quand même, mais par quoi est-il guidé, ce mat? Est-ce que quelque chose le guide? Est-ce qu'il regarde les étoiles pour se repérer? Comment est-ce qu'il se repère? Ça, c'est une question importante. Il marche, ok, mais où va-t-il et comment se repère-t-il pour savoir où il doit aller? Donc ça va être des grandes questions associées à cette carte et à sa posture. Alors, on avance et on va aller voir les bâtons. Les bâtons dans cette carte, comme dans chaque arcane majeur, font référence également à la symbolique des bâtons dans les arcanes mineurs. Comme les épées dans les arcanes majeurs font référence aux épées dans les arcanes mineurs. Donc ici, on se retrouve avec des bâtons. On voit que le mat, pour avancer, prend appui sur un bâton jaune, donc couleur de conscience, la lumière. Tout est éclairé, ces points d'appui sont éclairés. Alors on se demande, est-il un éclairé, est-il un éveillé pour prendre appui avec ce bâton couleur or sur le sol? Et je vous le disais, son bâton s'appuie sur le bas de la carte. Son appui est alors vraiment très solide, il est bien ancré. Donc, il y a vraiment quand même ce jeu entre un ancrage solide et puissant et un regard perdu dans les étoiles. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'est exactement cette lame. N'empêche qu'il prend appui sur la terre. Okay, si on regarde ses jambes, on peut vraiment imaginer qu'il est très bien ancré jusqu'au mollet. Il a vraiment les pieds dans la terre et il prend appui dans la terre. Et puis on remarque cette petite plante blanche, là je vous en parlais, qui pourrait sembler naître par magie là où il a planté son bâton. C'est très intéressant ça dans la symbolique un petit peu magique. Moi j'ai un livre pour ma fille de Claude Ponty où les personnages, les petits personnages qui tombent amoureux à la fin, partout où ils marchent, où ils posent un pied, une fleur jaillit. C'est très joli cette image-là. Eh bien on est vraiment dans cet archétype ici. Partout où le mat plante son bâton, une plante divine, pure, jaillit. Comment peut-il donner naissance à cette plante blanche, couleur de pureté et de divinité? Donc, il prend appui sur un bâton et bien sûr, les bâtons sont toujours symboles de prise d'appui.
évidemment, c'est un point d'appui le bâton. Donc là, dans notre boussole, le mat nous dit quand même, prends appui sur la terre, sur la matière, mais de manière éclairée, lumineuse, en conscience. Voilà. L'autre bâton est blanc. Il est un petit peu différent. On dirait comme si sa pureté, hein, la pureté du mat, hein, la pureté du bâton et la pureté du mat, puisque le blanc, on est dans cet aspect pur, divin, euh, voilà, léger, transmuté presque, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, sa pureté l'aide à soutenir son fardeau, hein, qui serait ce petit baluchon. Et sur le bâton, en fait, si on observe bien, il y a deux formes ici qui ressemblent à des pinces à linge. Est-ce que vous avez vu ça dans votre projection? Et alors, dans ce cas-là, si c'est des pinces à linge, on va se demander que suspendent-elles? Le vêtement ou la collerette bleue avec les petits pompons, hein, ça semble accroché à ce bâton-là. Et puis, on pourrait se dire que ce bâton blanc, il sépare la tête du corps. On disait la tête du mystique dans le ciel, hein, le corps en tant que véhicule de l'expérience. Mais alors, est-ce que le vrai mat serait derrière le costume? Et si tout ce qu'il tient était suspendu à cette espèce de corde à linge, en tout cas, c'est un bâton, mais si c'était une apparence, tout ce costume, et si lui, il se cachait derrière, qui ça serait? C'est vraiment un jeu, hein, c'est vraiment fait exprès, ce jeu de pince à linge là-haut, d'illusion du costume. Pourtant bien réel, hein, on est d'accord qu'il tient un bâton avec un costume. Il y a un costume. Mais on vient nous questionner, est-ce qu'il porte vraiment ça? Sous-entendu, l'habit fait-il le moine? Qui est derrière? Est-ce que c'est un fou ou un sage? Hein? Donc plein de questions à partir de cette idée-là de suspension sur ce petit bâton blanc. Alors, bien sûr, ça nous amène au baluchon, tout ça. Au bout de ce bâton blanc divin qui sépare la tête du corps, hein, cette tête qui est quand même souvent associée aussi au mental, ici on a un baluchon. Alors, un baluchon, c'est un sac, et le sac, dans l'archétype, est toujours un contenant. On l'a vu un peu sur la table du battleur, l'utérus, la grotte, hein, tout ce qui contient. Ce sac est un contenant, vraiment une matrice. Et alors là, quand même, il n'est pas grand pour partir en voyage. On pourrait se demander, peut-il contenir le minimum dont a besoin le mat pour son aventure? Il semblerait avoir pris juste l'essentiel, hein. Mais quel est cet essentiel dans votre vie? Le mat nous demande, quand on voit ce baluchon, quel est l'essentiel pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous garderiez d'essentiel si on vous le demandait? Et puis on va plus loin parce qu'il est couleur chair, ce baluchon. Donc il reste de l'ordre de l'incarnation. Peut-être on pourrait imaginer que ce mat, en fait, il porte là dans ce baluchon uniquement son histoire personnelle, sa mémoire, ses expériences de vie. Hein, que ce baluchon contient ses expériences de vie, ou alors les leçons, les expériences qu'il a tirées dans son histoire personnelle. Peut-être des valeurs qui n'encombrent pas beaucoup, puisqu'elles sont presque plus présentes dans son cœur et dans son esprit que dans la matière de son baluchon. On pourrait se demander s'il a pris les outils du battleur, puisque le battleur, il y avait sur sa table des outils, puis une espèce de petite forme sur la droite qui ressemble un peu à une théière et qui est quand même la symbolique du contenant et du sac. Est-ce qu'il a pris ces outils-là? Mais finalement, en se demandant ça, on peut aussi se demander, mais il est placé où le mat par rapport au battleur? Est-ce qu'il est placé avant? Est-ce qu'il est placé après le monde? Avant le battleur, pardon? Comment on fait? Où est-ce qu'on le met? Alors la question, elle se résout quand on installe le tarot en cercle, évidemment, puisque le mat devient le chaînon qui fait passer le monde, du monde au battleur. Ça devient le chaînon. Mais quand on veut installer notre tarot, j'ai envie de dire en ligne horizontale, est-ce qu'on met le mat au début ou à la fin? C'est une grande question. Et on va voir que c'est les deux, et que les deux n'ont pas le même sens. Placé avant le battleur, le baluchon est vide d'expérience, puisqu'il n'a encore rien débuté. Donc on pourrait dire,
si le mat est placé, quand le mat est placé avant le battleur, il est vide d'expérience. C'est donc une forme d'innocence, aussi presque une forme d'immaturité, hein. Par moment même, on pourrait penser aux formes de déficience mentale qui ne se chargeront jamais de l'ego. Et j'ai envie de dire du mental et de tout ce qui peut plomber, hein. Donc ça peut être aussi un petit baluchon très léger comme ça. En tout cas, voilà, placé avant le battleur, il n'y a pas d'expérience dans le baluchon, il est prêt à recevoir. C'est l'innocence du nouveau-né, prêt à recevoir toutes les impressions du monde. Et si on place le mat après le monde, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a dans ce baluchon? Il y a toutes les expériences et en même temps, il est un petit peu petit pour contenir toutes les expériences des 21 cartes. On pourrait plutôt se dire que le baluchon après le monde a été vidé de tout ce qu'il contenait. Il a été rempli tout au long du chemin, mais il a été vidé à la fin. Vous voyez que comment on positionne les choses, on va avoir des sens différents à chaque fois. Et tout est OK, tout est juste. Voilà. Et donc, là, j'allais dire, là où vous emmène le baluchon dans la symbolique sera OK, hein. Vous pourriez penser à qu'est-ce que j'emmène quand je vais faire du camping, hein. Il me faut le minimum, hein. Qu'est-ce que je mets dans la valise de mon enfant quand il part en classe de mer? Je mets le minimum de ce dont il aura besoin. Et qu'est-ce que je pense qu'est le minimum dont il aura besoin? Est-ce que c'est un minimum matériel, un minimum affectif, un minimum émotionnel, hein? Quel est ce minimum? Voilà en tout cas pour cet utérus, hein, cette matrice ici qui est prête à enfanter, j'ai envie de dire, hein. Quand on est avant le battleur, on est vraiment dans l'utérus ici qui mature et qui va mettre au monde ensuite. Alors on continue quand même pour que ce cours ne soit pas trop long, hein. Vous préciserez tout ça, on va aller voir le vêtement. Remarquons par exemple les chaussures, les petites chausses, un petit chausson, petites chaussettes. On ne sait pas ce que c'est. En tout cas, on sait qu'elles sont rouges et que donc elles sont actives. Et que donc la dynamique de la marche, elle est forte, hein. Il y a une impulsion là qui donne le rythme à une marche qui pourrait être à vive allure avec des pieds rouges, hein. Et donc là, le mat, quand même, il nous met en garde et il nous dirait prenons garde à l'impulsivité, à l'impatience, qui pourrait le faire partir bille en tête, quitte à se prendre un mur, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc dynamique, oui, enfin voilà, une impulsion très très forte, mais attention à l'impulsivité. Dans le mat, il ne s'agit surtout pas d'être impulsif parce qu'on se mettra en échec et la folie mentale ou la mort peut être au bout du chemin aussi, hein, évidemment. En tout cas, voilà des petits pieds rouges. Et vous verrez dans les différents tarots, il n'aura pas toujours les chaussons de la même couleur et ça va donner une dynamique différente. Donc dans ce tarot de Marseille, on insiste quand même vraiment sur cette dynamique de la marche, de se mettre en marche intérieurement. Voilà. Alors on retrouve un peu un vêtement d'arlequin, du fou du roi, on en parlait. Bleu, rouge, jaune sont vraiment les trois couleurs présentes, hein, qui sont quand même les trois couleurs fondamentales du tarot. Le blanc au bout des petits pompons ici. En tout cas, on a un mélange des énergies. On a vraiment beaucoup de rouge sur le tronc, c'est-à-dire le monde émotionnel et le bassin, hein, reste rouge, donc ça reste quand même très actif, avec une ceinture jaune. Donc quand même qui met de la conscience, j'ai envie de dire, sur les mondes pulsionnels et instinctifs, sur lesquels on va trouver 4 petites formes, là, comme 4 boutons qui nous ramènent aux 4 de l'empereur qui tenait sa ceinture, souvenez-vous, qui était dans la maîtrise de la matière de l'incarnation, des pulsions. Donc on parlait d'intégrer le 4, ici ça nous le montre, hein, les 4 petites formes, c'est j'ai intégré ce 4, c'est-à-dire j'ai intégré aussi une forme d'autorité intérieure sur mes impulsivités, sur mes élans passionnels intérieurs. Il reste passionné ce mat, il reste très actif, hein, ça bouillonne, il a beaucoup d'énergie, hein, mais c'est en conscience, ou alors c'est mal vécu et c'est très difficile.
Voilà. Et c'est très impulsif. Hein. Il part bille en tête, bille en tête, bille en tête. Hein. Voilà. Donc quand même une petite ceinture qui vient un petit peu maintenir tout ça. Voilà ces 4 petits boutons. Donc la maîtrise, l'autorité sur les instincts, je vous le disais. Et en dessous, on a le pantalon bleu. Donc quelque chose de beaucoup plus passif ici, de beaucoup plus intériorisé, qui est déchiré ici, révélant la fesse-cuisse ou toute autre projection du lecteur, parce qu'on peut aussi y voir autre chose. Hein. On n'est pas encore obligé d'y voir ça. Mais bon, en tout cas dans le tarot, on va nous parler beaucoup de ça. Vous trouverez de nombreux tarots où le mat est vraiment représenté avec quelque chose de complètement arraché à l'arrière de son vêtement qui révèle quand même une partie intime, hein, j'ai envie de dire. Donc, même si le mat, lui, ne semble pas s'en occuper, et il n'a pas l'air du tout perturbé par ça, on ne peut pas passer à côté quand même de quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une agression à ce niveau-là. Hein, qui lui a déchiré son pantalon? Comment ça se fait qu'il y a une déchirure ici, qui pourrait vraiment symboliser une blessure, hein? Donc il y aura une dynamique autour de l'agression sexuelle, hein, de quelque chose qui a vraiment été abîmé dans l'intimité, même si lui ne semble pas s'en préoccuper, n'empêche que ça fait partie de la carte quand même. Donc dans tous les cas, il y a une déchirure, une attaque, une morsure, hein, qui pourrait symboliser aussi un impact sur son chemin, hein, un arrêt momentané. Hein. Et on pourrait dire dans la boussole de l'humain que le mat a été maltraité, qu'il a été vraiment déconsidéré par ceux qui, sous couvert de critiques, ont été le blessé, mais souvent aussi parce qu'ils l'envient d'une certaine manière. En tout cas, on va trouver ici beaucoup de blessures et comme on va voir que le mat représente vraiment l'autre, il ne rentre pas dans les cases. On a dit c'est le clochard, c'est le déraciné, hein. Il rentre pas dans les cases, donc il peut faire peur, donc on l'attaque. Hein. Donc c'est toute cette symbolique ici de l'attaque, de la blessure envers le mat. Ce que nous montre le tarot, c'est qu'il n'en a que faire et qu'il poursuit son chemin. Mais pour nous, ça existe et on le prend dans notre boussole. Cet animal qui est là, derrière ce personnage, est très important. Dans la projection, ce sera un chat, un chien. Ça va vraiment dépendre, voilà, de comment on perçoit cette carte. En tout cas, selon la projection qu'on va faire dans cette image, l'animal sera vraiment une énergie, soit qui pousse en avant ce personnage, ou alors, comme on vient de le dire, une énergie qui le blesse, voire qui tente de le retenir en arrière. Ça, c'est vraiment important, ces trois dynamiques-là. Soit il pousse avec sa force instinctive, soit il blesse, soit il retient en arrière. Il y aurait encore des milliers de possibilités de projection, mais on a vraiment déjà des dynamiques importantes ici. Alors, il est couleur chair. Il s'agit bien du plan de l'humain, donc c'est des choses qu'on va expérimenter dans notre humanité. Alors le chien, si c'est un chien, c'est toute une symbolique évidemment. Ici, on pourrait se demander, est-ce que c'est le gardien du lieu, hein, ce compagnon avec lequel on se promène sur les routes? Est-ce que c'est la symbolique du chien qui garde le troupeau? Est-ce que ce chien tente de protéger le mat, de lui permettre de ne pas se perdre, hein? On va penser aussi au chien d'aveugle, par exemple. Hein. Est-ce que cet animal le pousse vers son destin? Ou alors, est-ce qu'il représente ses attachements à la matière, hein, couleur chair? Le mat souhaite-t-il dans ce cas-là quitter cet état ou plutôt cet état le retient-il, hein? Est-ce qu'il souhaite quitter certaines choses de la matière ou est-ce que ces choses de la matière le retiennent en arrière? Hein, cet animal, c'est aussi vraiment les crocs, hein, des bien-pensants, les paroles blessantes et jugeantes. J'ai envie de dire des grandes cervelles savantes qui vont d'autant plus juger et blesser que les autres auront peut-être une case effectivement beaucoup moins intellectuelle. Donc cet animal dans la projection, il est vraiment important et c'est intéressant de remarquer qu'en fait, il y a comme une double jambe ici. Il y a une ligne qui poursuit le genou
et qui poursuit avec le ventre de cet animal, comme si, un petit peu comme le lion ou le chien dans la force qui fait partie de son corps, un peu comme s'il faisait partie de sa jambe. Comme s'il avait deux jambes et qu'encore une fois, on se demandait laquelle est la bonne, puisque c'est franchement pas possible cette ligne-là. Hein. Donc il y a quelque chose. Est-ce qu'il prend appui sur son animalité? On a vu dans le tarot, à chaque fois qu'il y a des animaux, ça va parler de notre animalité, de notre aspect pulsionnel, instinctif, qui est aussi une force, une force de vie. Est-ce qu'il prend appui là-dessus? Ou est-ce qu'il quitte ce monde? Je le disais, ce monde qui peut-être cherche à le retenir ou pas. C'est vraiment intéressant ici d'aller se demander quelle est la fonction de cet animal dans cette lame. Évidemment, c'est hyper facile de voir à quel point le tarot évoque les SDF au coin de rue, qui sont effectivement très souvent accompagnés d'un chien. C'est quand même très étonnant de voir à quel point l'archétype s'incarne encore aujourd'hui. C'est vraiment dingue. Voilà, on pourrait avoir le chien de berger, puisque on a un personnage qui prend appui sur un bâton. Et puis, si c'est ce chien qui garde le troupeau, est-ce que c'est la part en nous qui cherche à ce qu'on ne déborde pas du troupeau des moutons? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est notre gardien, notre censeur intérieur qui nous oblige à rester fondus dans la masse, à respecter les codes, les lois étiquetées par le berger, mais en même temps peut-être que le berger cherche à nous protéger si on est une brebis et qu'on ne sait pas qu'il y a des loups et que ce chien en fait c'est un protecteur. Donc toute cette question à nouveau des lois, des codes, des règles, d'être en danger ou pas en danger, de se sécuriser ou pas. On est vraiment dans toute cette dynamique-là qui s'entremêle. Par moments, le chien, c'est celui qui nous oblige à rester avec les moutons parqués, mais en même temps, faisant ça, il nous protège. Et à d'autres moments, c'est plutôt notre censeur qui nous oblige à baisser la tête, alors que nous, notre mat, il ne rêve que de liberté. Vous voyez un petit peu cette dynamique, donc je ne détaille pas tout parce que je vous laisse aussi un petit peu voir comment c'est pour vous. Mais là, vous avez déjà pas mal de pistes entre l'impulsion animale qui, ajoutée à l'impulsivité rouge, là, je vous le disais, peut vraiment faire que on quitte un truc mais qu'on se prend le mur, une forme d'agressivité même. Ou alors un élan vital avec ce chien, un élan vital qui lui ne réfléchit pas parce que notre animalité, c'est aussi notre part naturelle, instinctive naturelle, qui sait où il faut aller. Et dans ce cas-là, cet animal, ça peut devenir vraiment notre animal de pouvoir en chamanisme. C'est-à-dire celui qui va nous donner notre force vitale, notre ancrage, notre puissance, qui va nous accompagner dans les voyages dans les mondes subtils, qui donc va être aussi notre protecteur. C'est un peu l'image de l'ange gardien version animale. Voilà. Est-ce que c'est son animal de pouvoir? Est-ce que le mat est un chaman? On va aller voir ça. Dans quel monde marche-t-il, puisqu'il n'y a pas possibilité de classer les choses? Est-ce que finalement il marche vraiment sur la Terre? Plein de questions se posent. Voilà, donc j'arrête de vous perdre un petit peu avec ce mat qui peut vraiment nous emmener un petit peu partout sur les chemins. Alors on observe quand même le sol rapidement, qu'on commence à bien connaître, un sol jaune, donc un sol de prise de conscience, en tout cas qui nous permet des prises de conscience ou sur lequel on marche avec conscience, richesse de la végétation, qui évoque une forme de continuité croissante, enrichissante. On s'enrichit de ces expériences du sol un petit peu vallonné. Donc comme on le sait, l'expérience n'est pas linéaire, il y aura des embûches, etc. Et à chaque fois, on va en tirer quelque chose qui va amener cette croissance des plantes, vraiment très importante, cette vitalité. Voilà, donc trois plantes blanches. Moi, j'ai beaucoup insisté sur celle qui était au pied de son bâton, j'ai envie de dire. 3 plantes blanches, 2 plantes vertes. Donc vraiment quelque chose de l'ordre de la divinité et de la vitalité avec des petits éclats lumineux là. Est-ce que c'est la plante qui se transmute?
Est-ce que c'est les rayons de soleil, hein, voilà, tout est possible. Beaucoup d'énergie aussi parce qu'il y a des stries sur la Terre et que les stries, c'est toujours de l'énergie, hein, de la dynamique, même une énergie tellurique. Voilà, ce 3, bien sûr, ça peut associer aussi corps, âme, esprit, hein, tout ce qui fonctionne par 3. En tout cas, le mat a tout pour affronter les obstacles. Il a tout ce qu'il faut. Il a son bâton point d'appui. Il a son petit baluchon avec son essentiel et sa brosse à dents, j'ai envie de dire. Hop. Et puis, il a peut-être cet animal de compagnie qui le protège. Il a peut-être cet animal instinctif qui lui montre la route, mais par instinct. Il a peut-être cet animal élan qui le propulse, hein, qui lui donne envie. Voilà, dans le meilleur des mondes, à voir. En tout cas, dans notre boussole, on est vraiment dans cette dynamique-là. Voilà, on peut évoquer très rapidement ce casque jaune. Donc, dès qu'il y a un chapeau, un casque, une couronne, je vous le disais, on met en valeur le mental. Donc ici, le mental est jaune, hein, c'est-à-dire que tout est conscientisé, il n'y a pas de zone d'ombre. L'esprit est complètement lumineux. Donc le mat a un esprit clair, il a des idées lumineuses. Hein, avec la petite pastille rouge, on pourrait dire c'est les Eureka. Hein, Einstein, les génies qui, tout en marchant d'un seul coup, ont une illumination de l'esprit. Et moi, j'aime bien imaginer que cette illumination de l'esprit, pof, elle donne comme ça une petite pastille rouge très dynamique, pac, qui peut tomber dans son petit baluchon et qui là va venir maturer dans la matrice pour prendre corps, puisque c'est couleur chair, donc pour s'incarner dans la matière. Hein. Et tout ça, ça serait venu de l'esprit. Cet esprit clair, ces idées lumineuses. Hein. Donc on a vraiment ici une dynamique avec ce rouge qui pourrait être aussi des idées farfelues, qui pourraient être des idées novatrices, des idées excentriques. Par moments, c'est un provocateur, le mat, c'est un rebelle au système. Hein. Donc peut-être qu'il amène là le nez rouge du clown aussi, hein, puisqu'il a ses habits un peu de bouffon. Est-ce que ça serait pas un petit peu son nez rouge de clown là qui peut aller attraper par moment pour ramener un petit peu de dynamique dans comment je dirais, dans tout ce qui se prend au sérieux à l'intérieur de nous, hein, dans tous ces questionnements qu'on a, et lui il mettrait juste son nez rouge et il nous ferait une grimace quoi, hein, pour alléger tout ça. En tout cas, un esprit très très clair, très lumineux, qui fait qu'évidemment il ne se perd pas. Hein. Il a les idées claires le matin. C'est vraiment l'énergie du génie. Et bien sûr, ça nous montre aussi à quel point nous avions appris avec l'impératrice et l'empereur que l'esprit précède la matière. Et que pour que quelque chose prenne forme, se matérialise, ici on pourrait dire tombe dans la matrice, l'utérus baluchon, il faut que j'ai pu le concevoir dans mon esprit. Le mat nous montre à quel point c'est l'esprit qui crée la matière, POC. Il sait tout ça, il maîtrise tout ça, donc il est en dehors du jeu. Hein, mais on va aller revoir tout ça dans les réflexions et le résumé. Donc voilà pour l'image, je vous laisse creuser tout le reste, sinon la vidéo va durer 2 heures. Voilà, il y a encore plein de choses à voir, vous pouvez détailler les couleurs, etc. Mais là quand même, on a fait le tour de la symbolique, hein, son bras un petit peu désarticulé ici, qui est quand même étonnant. Voilà, il y a des choses bizarres dans cette image. Il y a des choses bizarres qui nous paraissent pas tout à fait naturelles, pas tout à fait normales. Et justement, c'est bien parce que c'est le mat que ça vient un petit peu questionner des choses qui n'ont pas l'air tout à fait normales. Voilà pour cette image. Passons à quelques réflexions. Quelques réflexions donc, et j'ai envie de vous emmener, mais là, j'ai envie de dire ça m'est assez personnel, mais bien sûr c'est dans le mat, mais le mat me parle tellement que j'ai envie de vous emmener sur la notion de transgression. Cette notion de transgression, elle est dans l'énergie du mat. On le comprend complètement. Il est toujours un petit peu à la frontière de tout. Et cette transgression qui fait partie de notre boussole, hein, notre énergie de transgression, elle existe vraiment en chacun de nous. Simplement, parfois, on ne la conscientise pas et on peut se faire attrapé par elle, attrapé par l'énergie du mat qui serait moins bien vécue. C'est pour ça que j'ai envie de la mettre un petit peu en conscience avec vous,
comme le diable nous invite de temps en temps à mettre en conscience certains de nos fonctionnements. Alors, le mat, qu'il soit vécu positivement ou difficilement, va vivre la notion de transgression différemment. Le mat dangereux, c'est celui qui transgresse, j'ai envie de dire, pour le plaisir de provoquer. C'est finalement cette folie qui va abuser de l'autre, alors même que la loi interdit cet acte, par exemple. Et on va pouvoir rappeler un petit peu cette histoire de bestialité ici. Là, c'est une transgression mal vécue. C'est la transgression dangereuse. Mais on ne va pas rester sur cette transgression-là. Ok, on peut connaître tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les transgressions saines. Lorsque la loi elle-même est abusive, encore une fois cette histoire de blessure ici. Quand la loi est abusive, qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, on va penser à la déportation des Juifs, etc., et à la question de l'obéissance. Et le mat, il nous demande à qui dois-je obéir? Et d'un point de vue thérapeutique, par moment, il est complètement libérateur de transgresser certaines fidélités toxiques. Et pour justement dépasser ces arcanes inconscients, ces carcans, pardon, pas ces arcanes, pour dépasser les carcans inconscients qui sont souvent hérités bien sûr de la lignée. Et l'énergie du mat, elle est super importante parce qu'il est rebelle au système et donc puissamment transformateur. Incarner le mat dans notre monde intérieur pour transgresser certaines limites apporte un grand élan vital. On retombe sur cet animal qui est là. Encore faut-il autoriser la transgression intérieure. Encore faut-il s'autoriser à ne plus être fidèle à nos lignées. Imaginons un grand-père, des grands-parents, un grand-père qui s'est ruiné et puis inconsciemment on reste fidèle à cette notion de pauvreté. Enfin, il y a plein de choses. On connaît ces fidélités-là. Comment on va pouvoir s'autoriser intérieurement à ne pas reproduire le schéma? Il va falloir le transgresser. Il y a un moment, on ne va plus suivre la loi. Okay, mais c'est une loi intérieure. Et dans la thérapie, activer l'énergie du mat, c'est quand même super important. Et les adolescents savent ça, bien sûr, par cœur. Les adolescents, ils vivent cette énergie du mat dans les transgressions des lois paternelles. Et dans paternel, je mets le père, je mets le prof, je mets le président de la République. Vous voyez ce que je veux dire, l'archétype patriarcal paternel. Les adolescents, bien sûr, le mat, il vit à travers eux. Donc, ils vont avoir besoin de transgresser les lois paternelles. Donc, ils vont aller boire de l'alcool, ils vont fumer un petit joint, ils vont aller piquer un truc au supermarché. La différence, là, elle va être vraiment, elle va se faire encore une fois dans la qualité d'intégration du 4. Donc, du cadre intérieur, du discernement quant à ce qui est bon ou non pour soi, voire dangereux. Et on a tous connu des ados, en tout cas moi je me souviens qu'ils me fascinaient assez, les ados qui étaient hyper intelligents et qui provoquaient les adultes, qui provoquaient les profs et qui pour autant réussissaient leurs études. C'était pas des idiots en fait, ils étaient au contraire hyper intelligents et ils voyaient les failles. Ça c'est l'énergie du mat aussi. Et ces anciens ados, c'est aussi ceux qui sont devenus les plus grands inventeurs et qui ont changé le monde. On les connaît dans ces grandes créations qu'il y a eu. C'est cette énergie-là de la transgression aussi. Donc tout est question de point de vue. L'enseignement du pendu qu'il aura fallu vraiment intégrer sous peine de reproduire les schémas éducatifs toxiques qui nourrissent un système malade. À méditer. À méditer de l'usage d'apprendre la transgression à nos enfants. Mais attention, pas n'importe comment. Et pour ça, il faut que nous, on soit passés par l'expérience. Donc voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais le mat nous invite vraiment à permettre à nos enfants de questionner le monde, de questionner les parents, de questionner les éducateurs, de questionner les lois, de questionner les règles pour y trouver leur propre liberté intérieure et leur permettre d'agir en fonction de leur propre discernement, de leur propre clarté d'esprit. Pardon, c'est pas une couronne là. Le petit casque jaune là du matin, qu'ils aient un esprit lumineux. Et pour ça, des fois, il faut qu'on permette à nos enfants de trahir la lignée.
de refuser les bagages toxiques, de transgresser les lois familiales, les ça se fait ou ça se fait pas pour un homme ou pour une femme, hein, de nous être infidèles, j'ai envie de dire. Hein. Le mat, il nous invite à autoriser nos enfants à nous être complètement infidèles, hein, pour ne pas répéter nos propres conditionnements. Mais tout ça, j'ai envie de dire en tant qu'adulte ou en tant qu'éducateur, c'est en restant droit dans nos bottes, hein, vraiment ancré dans notre cœur, en appui sur un bâton de conscience, hein, comme le mat, hein, qui tente avec courage d'ouvrir les yeux et de moins se mentir à lui-même, ou en tout cas de moins en moins. Donc vous voyez que cette énergie de transgression, elle vient vraiment nous questionner avec le mat, parce que pour qu'il soit libre, puisqu'évidemment c'est le grand archétype de la liberté d'être, il faut avoir la petite case à l'intérieur, il est possible de transgresser une loi qui est mauvaise, ok ? Qui est mauvaise sous différents points de vue. Donc, dans ce que je dis, il ne s'agit jamais de basculer du côté de la folie du mat, vous l'avez compris, de provoquer, de transgresser de manière dangereuse. Ça, c'est quand le 4 n'a pas été intégré. Voilà. Et on voit bien à quel point dans nos sociétés, on est un peu encore loin, hein, de l'énergie du mat qui invite quand même à remettre en question les choses. Hein. Mais bon, faut tenir bon. En tout cas, le tarot nous invite vraiment à ça et il nous invite à lâcher prise un peu intérieurement avec ces histoires de respecter les lois, respecter la norme, etc., etc., d'avoir peur des gens qui ne sont pas dans la norme, qui ne pensent pas pareil. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire en 2021 où j'enregistre ces vidéos, avec toutes les histoires de Covid, de vaccination, de passeports sanitaires, etc., on voit hyper bien comment l'énergie du mat est en train de venir chambouler nos codes, nos lois, nos façons de penser, puisque ceux qui ont peur et qui se font vacciner vont regarder les non-vaccinés comme des maths, comme des parias, comme des inconscients qui mettent les autres en danger, etc. On aura toujours un point de vue, à un moment, on va toujours regarder un qui ne fait pas comme nous, en le jugeant fou, donc en le jugeant comme le mat. Donc c'est hyper intéressant d'observer ça et de voir comment se situer, et surtout dans notre boussole intérieure, comment lui donner une place, j'ai envie de dire saine quand même, hein, pour nous, pour le monde, à ce mat, pour qu'il ne vienne pas tout péter non plus d'un seul coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, alors deuxième réflexion. Cette deuxième réflexion avec le mat, c'est la question de la place dans le monde que j'ai envie d'évoquer aussi avec vous, qui revient très souvent, hein, dès qu'on est dans des groupes ou dans des approches un petit peu développement personnel ou thérapeutique, on se questionne sur notre place dans le monde en ayant parfois l'impression qu'on ne trouve pas notre place dans le monde. Donc la question de la place dans le monde, elle est récurrente en fait dans l'humain, hein, à moins de se ne poser aucune question. Mais dès qu'on commence à s'en poser, il y a ça dedans. Et pour preuve d'ailleurs l'engouement des dernières années, en tout cas dans les milieux du développement personnel, les engouements pour la fameuse mission de vie. Hein, toute cette quête de quelle est ma mission de vie, tous ces thérapeutes qui vont vous faire des formations ou toutes sortes de pratiques pour trouver la mission de vie, comme s'il fallait trouver la chose que nous sommes venus faire, pour avoir le sentiment d'exploiter nos potentiels au maximum, comme pour ne pas gaspiller notre temps sur Terre ou pour nous sentir utiles, épanouis et donc à notre place. Hein, tout ça, ça nous ramène à notre place. Mais finalement, tout ça, ça nous ramène à la question, mais quelle est cette place que nous cherchons ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche notre place dans le monde ? Est-ce qu'on a l'impression que l'autre, par moment, prend notre place, hein, comme dans un groupe, ça arrive des fois, hein, qu'on remonte et puis quelqu'un s'est assis, on se dit « Oh, il a pris ma place !» Okay. Ou dans la famille, hein, quelle est ma place ? J'ai pas ma place dans la famille, j'ai pas ma place dans la société, je ne sais pas quelle est ma place dans le monde. Toutes ces questions-là, c'est le mat, puisque il n'a pas de place, il en a plus besoin, il en a jamais eu, on ne sait pas, il n'y a pas de nombre. Donc la question de la place est super importante. Le monde, l'arcane du monde nous a enseigné
que le monde extérieur est à l'image de mon monde intérieur. Si je trouve ma place à l'intérieur de moi, je la trouverai à l'extérieur. Dans un job plaisant, je vais m'épanouir dans ce que je fais parce que je vais mieux me connaître finalement. Et quand je blague un peu sur les missions de vie, etc., je sais très bien que le tarot nous sert à ça aussi. Mais le mat, il ne pense plus de cette manière-là. C'est pour ça qu'il est dans le tarot aussi. Parce que le mat, il a trouvé sa place dans le monde parce qu'il ne la cherche plus, justement. Le mat, il se voit comme un habitant du monde. Il n'est pas français, africain, breton, finistérien, quimpérois. Non, il se voit, il se vit comme habitant du monde. Donc, il est partout à sa place. C'est le grand enseignement du mat. Je suis partout à ma juste place. Chacun de ses pas est à sa juste place. Imaginez que vous ayez intégré votre siège à l'intérieur de vous. Le fameux siège, il y en a 21. Il y avait le siège de l'impératrice, le siège de l'empereur, comme s'ils étaient au cinéma, là. Puis il y a le siège des comédiens, des acteurs. Et puis du coup, forcément, si j'ai mon siège d'impératrice et puis que, je sais pas qui, le chariot vient s'asseoir dans mon siège, je vais aller le voir et je vais lui dire « dis donc, t'as pris ma place, regarde, c'est écrit dessus, c'est écrit l'impératrice, c'est moi l'impératrice. Toi, t'es le chariot, ton siège, il est là-bas. T'es le 7e. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais imaginez que vous ayez intégré votre siège à l'intérieur de vous. Alors vous serez toujours assis sur votre trône d'empereur ou d'impératrice, où que vous soyez. Est-ce que ça serait pas formidable? Être à chaque instant à sa place dans le monde, dans sa famille, avec ses amis, avec soi-même, au bon moment, au bon endroit, à chaque instant, à chaque seconde, maintenant, tout de suite, nous sommes au bon moment, au bon endroit. Le mat nous invite à sentir que chaque instant est parfait, qu'il n'y a rien d'autre, que le monde est à l'intérieur de nous, et que nous sommes le monde en même temps. Et si je fais l'expérience de devenir la conscience observante, je suis finalement au-delà du jeu, mais je suis en même temps le jeu. Alors pourquoi chercher une place dans un jeu que finalement nous créons à chaque instant? Ça serait comme se demander quel pion nous sommes. Allez tiens, je prends le rouge. Ok, c'est mon pion aujourd'hui, le rouge. Et puis finalement, j'attends que la main qui tient les dés, elle fasse un double 6 pour que je puisse démarrer mon petit jeu de dada là. Ok. Sauf que nous ne sommes pas le pion. Et nous ne sommes même pas la main qui tient les dés. Alors, le mat, il nous demande qui sommes-nous? Et là, on voit que la question de la place dans le monde, elle résonne complètement différemment. Nous ne sommes pas le pion et nous ne sommes même pas la main qui tient le dé. Alors, qui sommes-nous? Est-ce que c'est nous qui avons inventé le jeu? Est-ce qu'on le réinvente au fur et à mesure? Est-ce que cette question de la place dans le monde, arrivée au mat, elle se pose encore? Non, elle ne se pose plus. Elle ne se pose plus, le mat, il se sent partout chez lui puisqu'il a intégrer sa maison à l'intérieur de lui. Le 4. Le 4, c'est ma maison. J'ai intégré ma maison à l'intérieur de moi. Je serai partout chez moi dans le monde. En camping, en pèlerinage, en balade. Même si je suis perdue dans le monde, je serai toujours au bon endroit. Donc ça, c'est très intéressant d'aller voir comment le mat nous soutient dans le dépassement de ce besoin de nous positionner et donc de maintenir, de tenir cette matière qui est un peu le chien là. C'est le monde de la matière quand même, tout ça. Et lui, c'est l'archétype du dépassement. Donc c'est vraiment une invitation à dépasser tous ces enjeux-là. Le seul problème, j'ai envie de dire, c'est que pour les dépasser, il faut le rejoindre dans son état de conscience. Et c'est un état de conscience complètement mystique, au-delà des apparences, au-delà des jeux et des enjeux. Voilà. Voilà un petit peu pour ce mat. Allez, passons au résumé. Partie 3, résumons. Archétype de l'irrationnel et de la frontière. Joker divin, clown sacré, le mat représente tout ce qu'on ne comprend pas avec l'intellect. Pour le pire et le meilleur, j'ai envie de dire. Impossible de le mettre dans une case.
un appartement, derrière un bureau même. Il s'échappe dès qu'on cherche à l'attraper. Alors, origine du monde, multidimensionnalité, niveau subatomique, conscience, Dieu, tout ça, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à attraper avec le matin, rentrer dans une case. Après l'expérience finale du monde et du jugement, l'éveil et l'expérience du tout sont intégrés. Je vous rappelle l'éveil dans le jugement et l'expérience du tout dans le monde. Ils sont intégrés. Donc, le mat nous dit « Je suis le monde et le monde est en moi ». Nous pourrions résumer cette lame à simplement « Je suis ». Je suis. Mais comme on est des humains, on va continuer à la détailler. Mais le mat, il pourrait se résumer à « Je suis ». Le mat est libre, car il évolue dans un monde sans passé, sans futur, donc sans dualité. Il est l'éternel instant présent. Avec lui, l'observateur et l'observé ne font plus qu'un. Il n'est pas dans le monde, il est le monde. E-S-T et pas est du haïr. Tout est possible. Il est le monde. Le mat est le monde. Observateur, observé, ensemble. On observe que sa folie sainte, j'ai envie de dire, cristallise les peurs de la société. Il représente les parias, les migrants, les clochards, les fous enfermés dans les asiles, l'autre, celui que le groupe rejette. Alors il est la différence, celle qui effraie quand elle ne rentre pas dans les rangs, quand on ne la comprend pas, quand on ne peut pas la classifier, la normer, etc. Peut-être en définitive, le mat nous invite-t-il à vivre notre différence. Voici le grand arcane de la liberté d'être, incarner notre vibration unique, unique dans le monde. Le mat est également un passeur, toute l'énergie du passeur. Il vit en marge. Il est juste sur la frontière, réel irréel, conscient inconscient, monde visible, monde invisible. C'est le funambule sur un fil et le fil, c'est la frontière entre les deux mondes. Et alors, en tant que passeur, par exemple, il passe les clandestins d'une rive à l'autre. Il est ni d'un bord ni de l'autre, j'ai envie de dire. Il passe les clandestins à travers l'océan, d'une plage à l'autre, mais il passe aussi les âmes de la vie à la mort et de la mort à la vie. C'est tout l'archétype du passeur dans le mat. Psychopompe, dans tous les mythes, il y a cette barque qui porte les âmes, tout ce qui va vraiment évoquer le passeur qui est entre les mondes. Il vit d'ailleurs dans cet espace entre les mondes. On peut dire de lui qu'il est le chaman qui voyage dans les mondes subtils pour récupérer les morceaux d'âme, libérer les mémoires, visiter nos différentes émanations. Il sait passer d'un côté du miroir à l'autre. C'est l'alchimie, c'est l'éveillé, parce qu'il sait qui il est, tout simplement. Et il peut jongler entre les mondes. C'est un jongleur, le mat, ce fou du roi, cet acrobate. C'est un jongleur dans cet archétype de la jungle, de jongler avec les différents éléments. Donc il n'est pas fou, donc il sait jouer avec les mondes invisibles et les mondes visibles. Il est partout à l'aise, on l'a dit. Si le mat est placé avant le battleur, on l'a vu, son absence de nombre évoque plutôt l'inconscience, l'innocence pure. Après le monde, il va évoquer sa liberté conquise, le génie. Mais attention à la folie et à ne pas perdre pied à force d'états de conscience modifiés et d'élan mystique. Attention quand même. Motivé par l'énergie, soutenu par la foi, le mat traverse le miroir, il marche. C'est un chercheur, un voyageur intérieur qui connaît le chemin au dernier moment. Il connaît le chemin au dernier moment, au gré de cette foi et de cette passion qui l'anime. Et il sait que tout ce qu'il voit fait partie de ce qui est observé par la conscience.
Il est notre part qui cherche vraiment sans savoir quoi, notre chercheur, notre mystique intérieur qui cherche à comprendre, mais il ne sait pas ce qu'il cherche à comprendre. Hein. Et je vous le disais, ce mat, il nous demande qui observe l'expérience. Qui cherche quand je dis que je cherche? Qui est je qui cherche? Et qui entend que je cherche? Qui, à l'intérieur de moi, a conscience que je cherche quelque chose? C'est tout plein de questions que nous pose le mat. Alors, plus simplement, c'est le bohème, le marginal, l'artiste d'avant-garde, original et profondément indépendant, parfois considéré comme un anarchiste. Ces qualités peuvent naître à cause d'une révolte ou d'une souffrance. C'est vraiment à ce moment-là, souvent dans notre boussole, que le mat se réveille. C'est parfois une grande souffrance qui nous pousse dans nos retranchements pour aller fissurer quelque chose dans notre ego, pour aller réveiller le mat en nous qui va dire non, non, non. Et souvent, c'est vraiment une grande révolte, une grande injustice ou une grande souffrance qui vont aller réveiller son énergie. En tout cas, il nous enseigne que nous sommes libres et qu'il est toujours possible de tout quitter, de recommencer, de changer de vie. Seules nos chaînes intérieures nous emprisonnent, mais elles sont difficiles à défaire, je vous l'accorde. Le courage sera nécessaire pour peu que ça ne soit pas une fuite de nos responsabilités, le fait de tout quitter. C'est toujours qui tout double. Ok, allons voir dans notre boussole les qualités de cette lame. Dans notre boussole intérieure, le mat représente les qualités d'originalité, bien sûr, de liberté. Tout ce qui est hors cadre, l'aventure, le départ, l'élan, l'indépendance, la sagesse, le cheminement, le pèlerin, la structure intérieure, le rebelle, le génie, l'irrationnel, la détermination. Et puis tout ce qui va tourner autour du nirvana ou toutes les notions quantiques. Alors, dans notre personnage intérieur, dans nos personnages intérieurs, nos sous-personnalités, comment le mat peut vivre à l'intérieur de nous? Eh bien, quand il est bien vécu, bien sûr, c'est cette part de nous qui se sent libre intérieurement, qui est vraiment dans cette liberté intérieure. C'est aussi notre artiste, innovateur, original à l'intérieur de nous. C'est aussi l'aventurier ou l'aventurière en moi. C'est mon grain de folie. Dans mes personnages intérieurs, c'est vraiment le grain de folie. C'est le pitre en moi, celui qui fait des blagues pour ramener l'énergie au pétillement. C'est mon clown sacré. C'est aussi d'une autre manière nos parts déterminées. C'est ma sous-personnalité déterminée qui ne se laissera pas détourner de son objectif. Et ça, on en a aussi besoin. Donc le mat, vraiment en moi, c'est ma partie déterminée. C'est aussi d'une autre manière, je vous le disais un petit peu sur l'aspect mystique, c'est la part de moi qui sait qui elle est véritablement. Et donc, en moi, on peut pousser le trait jusqu'à dire c'est la conscience qui s'observe elle-même. Dans notre boussole, les difficultés liées au mat vont s'associer à des formes de folie, de maladie mentale, mal vécue, qui vont amener vraiment de la souffrance, tout ce qui tourne autour de l'errance, des pertes de repères, perte d'orientation, tout ce qui va être autour du rejet, les SDF, les incompris, tout ce qui tourne autour de l'incertitude aussi, tout ce qui tourne autour des transgressions mal vécues cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai un petit peu développé l'aspect bien vécu de la transgression. Le fait de s'abandonner complètement aux passions aussi, c'est vraiment l'aspect pulsionnel qui va amener vraiment sur l'idée un peu du voyou, de l'impulsif qui n'en fait qu'à sa tête, qui transgresse tout, voilà. Personnage intérieur, dans mes sous-personnalités, quand le mat est mal vécu, c'est celui ou celle en moi qui se sent rejeté, avec la blessure d'abandon et de rejet. C'est vraiment le mat en moi, c'est ma sous-personnalité qui vit la blessure d'abandon et de rejet. C'est cette part de moi qui se sent différente également, en marge, donc souvent incomprise.
Ça peut être aussi notre facette déracinée, cette espèce d'expatrié qui ne sait pas trop où sont ses racines et qui du coup n'arrive pas à trouver sa place dans le monde, hein, dont on vient de parler. D'une autre manière, en sous-personnalité, c'est la partie butée de moi, têtue, hein, qui n'écoute pas, voilà, qui a quelque chose en tête et qui n'en démord pas. C'est aussi parfois mon personnage intérieur qui fait partie du groupe qui exclut l'autre, qui a peur de la différence, une forme de racisme. Et ben ça, c'est ma sous-personnalité qui se rattache au groupe pour exclure l'autre. Alors bien sûr, on l'a dit, la folie est tout ce qui tourne autour de cette notion-là, voire tout ce qui tourne en rond. Donc, toutes mes facettes qui tournent en rond, qui tournent autour du bâton, ça va être une forme de folie associée aux maths. Donc, ma facette intérieure, la part de moi qui s'égare, qui se perd, qui n'a pas pris la carte, qui ne sait pas où elle va, qui se perd quand elle a rendez-vous, qui ne trouve pas l'adresse, etc. C'est le maths aussi, hein, qui se balade. Et puis aussi tout ce qui va être de l'ordre de, dans la vie réelle ou dans mes personnages intérieurs, celui qui a tout perdu ou à qui on a tout pris, hein, qui n'a plus rien. Voilà. Ou alors celui qui quitte sa famille. Donc là, c'est plutôt un homme et c'est plutôt le personnage intérieur qui est l'homme qui quitte le foyer parce qu'il a peur d'assumer sa paternité. Ça, c'est complètement le personnage intérieur du maths qui est le père qui abandonne la famille, donc qui fuit ses responsabilités. Voilà pour les éléments de la boussole. Alors, dans un tirage, le maths évoque. Alors, il évoque un élan puissant, bien sûr. Quand le maths arrive, il y a quelque chose d'un élan puissant. Il peut évoquer un nouveau départ, un changement de vie, un voyage, pourquoi pas, et puis aussi profondément un besoin de liberté. Dans un tirage, ce maths nous propose de sortir de notre zone de confort, des sentiers battus, de prendre notre envol. Il nous propose aussi de faire preuve de créativité. De me démarquer comme un artiste d'avant-garde, hein, d'inventer des choses, hein, fait preuve de créativité. Il me propose aussi, le maths dans un tirage, de suivre ma propre route avec détermination et de ne pas me laisser distraire ou de changer d'idée à cause des petits animaux qui se baladent derrière moi là. Hein, suis ta propre route avec détermination. Il me propose, le maths dans un tirage, de me mettre en action et de ne pas me contenter de rêver. Hein, lui, il dit, vas-y, enclenche le premier pas. Ok, mets-toi en marche. Il me propose aussi d'être dans l'ici et maintenant, hein, de trouver satisfaction où je suis aujourd'hui plutôt qu'avoir toujours des projections dans le futur. Ok, donc il me propose d'être ici et maintenant, satisfait, de voir déjà tout ce que j'ai. Et il me propose de faire attention aussi de ne pas m'égarer, hein, par rapport à ma question, par rapport à mon tirage. Hein, il va vraiment me proposer de faire attention à ça. Ou alors, il pourrait carrément me proposer dans un tirage d'éveiller mon rebelle ou ma rebelle intérieure, hein, pour se rebeller un petit peu peut-être face à quelque chose. Le maths pourrait nous proposer dans un tirage de voyager. Alors, soit de voyager réellement, soit de voyager dans les mondes, de nous relier à l'irrationnel, d'éveiller notre part mystique. Hein, il pourrait dire « réveille le maths qui est en toi ». Et en même temps, il nous proposerait de faire attention de ne pas devenir provocateur par rébellion, hein, anarchiste par destruction, etc. Et puis, il nous propose aussi de sortir de notre rôle de victime en décidant par nous-mêmes de quitter les situations qui ne nous conviennent pas. Le maths, c'est vraiment l'énergie qui nous dit tu n'es pas victime. Si tu souffres et que ça ne va pas, vois là où tu peux agir. Par moments, on ne peut pas agir et il y a d'autres endroits où on peut agir. Donc, il nous propose d'agir là où on est en capacité d'agir. Dans un tirage de développement personnel, le maths nous questionne. Alors, un petit peu la même chose. Ce maths, il arrive là et il nous demande comment sortir, comment je fais pour sortir de ma zone de confort. Et puis, quels sont mes bénéfices à rester au chaud dans mon nid d'habitude là, hein? Donc, dans un tirage, quels sont tes bénéfices à rester dans cette zone de confort habituelle là, réconfortante? Okay. Ou alors, il nous demande comment sentir que je peux créer mon chemin pas après pas
sans le définir par avance, mais en ayant quand même un esprit clair, bien sûr. Mais comment peux-tu créer ton chemin pas après pas? Il me demande d'un point de vue projectif qui est cet animal sur l'image. Est-ce que je me sens retenue par d'anciennes peurs, des idées reçues, des croyances? Il me demande le mat, est-ce que je sais où je vais, ce que je veux, notamment si j'ai posé une question au tarot. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Ok? Qu'est-ce qui te retient en arrière? Quelles sont ces idées reçues, ces croyances? Voire même, il me demande dans un tirage, qu'est-ce qui me blesse? Est-ce qu'il y a une blessure en lien avec ma question? Ça, c'est très important. Apprendre vraiment avec douceur. Est-ce que ma question a un lien avec une blessure personnelle, intime? Dans ma question, qu'en est-il de la peur du rejet, du sentiment d'exclusion avec le mat? Et puis, il va nous demander aussi, est-ce que tu sais faire preuve d'originalité, c'est-à-dire sortir ton grain de folie, là, sortir des cadres imposés, des voies toutes tracées? Comment tu pourrais faire preuve un peu d'originalité? Comment tu pourrais réveiller ce grain de folie dans ta vie? Voilà. Il nous demande aussi, est-ce que je peux créer concrètement un nouveau chemin dans ma vie, aller vers quelque chose d'inexploré? Comment utiliser mon indépendance, ma créativité? M'arrive-t-il d'avoir des élans d'énergie stimulants pour une chose? Est-ce que je sais les suivre ou est-ce que ma tête va tout de suite venir mettre des bâtons dans les roues? Donc, est-ce que je sais suivre mes élans sans mentaliser, sans douter? Y a-t-il en moi une envie de tout quitter pour repartir à zéro et recommencer une aventure inédite? Dans un tirage, le mat quand même, il évoque par moments l'envie de tout quitter et de recommencer à zéro. Et puis, il peut nous demander aussi comment je vis cette frontière entre la sagesse et la folie. Est-ce que je sais donner une place à ça dans ma vie? Voilà. Et puis, bien sûr, on l'a déjà beaucoup répété, le mat dans un tirage, il va venir nous demander, ma voix me correspond-elle ou a-t-elle été tracée par d'autres personnes? Est-ce que j'ai peur de me lancer dans quelque chose qui me correspondrait plus profondément? En somatisation, quand le mat est mal vécu, vous l'avez compris, on va parler des maladies mentales, le handicap d'une manière globale. Alors, c'est pas forcément mal vécu, mais en tout cas en somatisation, tout ce qui va être de l'ordre de la trisomie, des choses comme ça, on va être quand même dans ce mat puisque il y a l'idée d'une forme d'inadaptation au monde rationnel. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la folie, de la maladie mentale, du handicap, etc., qui fait qu'en fait on n'est pas adapté à la norme, fait qu'on est dans l'énergie du mat. Et puis tout ce qui va être autour de la perte d'orientation. Donc une forme donc la désorientation vraiment grave, j'ai envie de dire, comme on peut le vivre par moment quand on a aussi un coup de chaud. Quand on fait une insolation, quand on est déshydraté, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment cette histoire à un moment d'être désorienté, on est avec le mat. Et puis la désorientation d'une manière globale aussi, quand on se perd dans la vie, on peut être en lien avec le mat. Donc pour aller activer cette énergie de cet arcane très mystique, très irrationnel, très magique, on va faire appel à lui. Alors pour trouver cette liberté d'être intérieure, si on a vraiment envie encore et encore et encore de trouver comment être moi-même, comment me sentir libre dans le monde d'être moi-même, voilà, on va travailler avec le mat pour ouvrir notre conscience, tout un travail autour de la conscience dans cet aspect global d'ouverture mystique. On va travailler avec le mat. Et puis aussi, pourquoi pas, pour avoir des idées de génie. Pour créer quelque chose de nouveau, être original. Si on a un projet artistique, on veut faire un truc novateur. On a vraiment envie d'être inspiré comme un génie, d'avoir des eureka. Et on va travailler avec le mat aussi. Mais attention, le mat, vous avez vu, il y a quand même du danger dedans. Il ne faut pas l'idéaliser. Parce qu'on peut vraiment envoyer les gens dans le mur en leur conseillant tout le temps vas-y, lance-toi, 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 lance-toi. Non, si le 4 n'a pas été intégré, je vais me lancer dans le vide et je vais chuter. Donc attention à ne pas idéaliser le mat,
ça serait encore une illusion du mental. Donc faisons attention quand on tire les cartes à quelqu'un, voilà, des amis, à utiliser le mat en conscience. Utilisez le mat là où vous êtes avec son énergie. Ne jouez pas aux faux prophètes ou aux choses comme ça en annonçant des trucs d'ouverture de conscience alors que la personne n'est pas là et peut-être vous non plus à ce moment-là. Ok. Donc vivons le mat là où on peut pour le coup essayer un petit peu de le cadrer. Dans son originalité absolument, dans sa liberté d'être absolument, mais pas au détriment de quelqu'un. Un tirage de tarot ne doit pas nous inviter à être qui on est en se foutant complètement des voisins, de l'environnement, en balançant ton masque dans l'herbe, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en fait, on utilisera le mat à hauteur de conscience qu'il nous inspire. Donc travaillons avec le mat. En gardant bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est tout à fait son message. Et je vous laisse voyager avec lui, découvrir, amplifier toutes ces prises de conscience grâce au tarot, grâce à cette boussole. Alors, bon voyage dans l'univers du mat.